Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre Tech Démo, le rendez-vous mensuel des PME pour découvrir des solutions numériques suisses. C'est un grand plaisir aujourd'hui de recevoir Paul-Olivier Dehaye, qui est CEO de Estia IA, qui va nous présenter une solution très intéressante qui s'appelle Argo GPT et qui va permettre de créer son propre agent d'intelligence artificielle de manière totalement sécurisée. Alors avant de donner la parole à Paul-Olivier, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat de YouTube et je me ferai un plaisir de les poser à Paul-Olivier sur la seconde partie de cette Tech Démo. Paul-Olivier, bonjour. Bonjour. C'est à toi. Alors, oui, alors merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis le CEO de Estia AI, une entreprise basée à Lausanne, spécialisée dans l'intelligence artificielle générative, avec notre équipe. Donc on est basé à Lausanne, on a été fondé en 2021. On est spécialisé dans la gestion des données personnelles et maintenant de l'intelligence artificielle. Et on est accompagné par deux incubateurs en quelque sorte de la région, Genilem et Trust Valley. Alors nos activités, c'est tout lié à l'IA et c'est varié, c'est une palette d'activités. On fait de la consultance, on fait des services et puis on construit aussi un produit, Argo GPT, qui cherche à vraiment construire une plateforme collaborative suisse et qui promeut une souveraineté sur les données et sur l'IA. Donc ça correspond vraiment à une vision de ce qui serait possible de faire ici en Suisse. Et puis le marché est encore en mouvance, évolue encore beaucoup, et donc on fait aussi toute une série d'activités pour accompagner les entreprises, accompagner les PME sur le développement de ces solutions d'IA, donc de la formation, du cadrage de projet, du soutien bien spécifique suivant les cas d'usage, et puis aussi plutôt une construction d'outils vers du SaaS. Et donc, en fait, quand on essaye de développer cet outil Argo, on essaye aussi de pousser certaines valeurs et une certaine vision sur l'IA. Donc, on veut permettre aux entreprises de développer leurs propres solutions, d'être autonomes face à l'IA au maximum. Donc, on leur offre un maximum de choix, vous le verrez bientôt, un maximum de choix autour des modèles, un maximum de choix autour de la flexibilité de déploiement, donc soit sur leur propre infrastructure ou sur un modèle plus classique de SaaS. Et puis, on permet la collaboration. Donc, je pense que c'est très important d'essayer de créer un écosystème d'acteurs qui comprennent les enjeux de manière plus pointue pour un peu servir d'exemple pour la région. Et puis, il y a aussi toute une série de valeurs, mais aussi de perspectives stratégiques sur le plus long terme. Dans ce qu'on appelle l'économie des tokens, il y a un aspect de durabilité à ça. Donc, c'est vraiment essayer d'anticiper les coûts de ces outils, les coûts à la fois de production, donc ces outils ne sont pas gratuits, on peut très facilement avoir des factures très très élevées, mais aussi les coûts écologiques, donc les deux ont un pendant l'un à l'autre. Ces technologies ne sont pas non plus neutres d'un point de vue du bilan carbone, et donc je pense qu'avec un petit peu plus de perception sur comment ces outils sont construits, ce qu'il est possible de faire, tout le monde peut adopter ces technologies d'une manière plus éco-responsable. C'est ce qu'on cherche à promouvoir justement dans le développement de Argo GPT. Donc il est temps de passer à la démo. Allez, on se réjouit. Donc Argo GPT, c'est simplement un site web dans lequel on peut se loguer. Ce que je fais maintenant. Et quand vous vous loguez, vous êtes face à un premier modèle. C'est relativement comparable à d'autres services que nous ne nommerons pas. Et vous pouvez déjà commencer à poser des questions à ce modèle. Donc, raconte-moi une blague, par exemple. Et on voit là qu'il va commencer à raconter une blague. Donc, le modèle ici, c'est le modèle OpenAI GPT 3.5, mais qui tourne en Suisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Il faut imaginer ce modèle en fait comme une grosse feuille Excel, une grosse matrice, une grosse feuille Excel. Microsoft a des accords avec OpenAI. Et donc, en fait, cette grosse feuille Excel, elle tourne sur des serveurs suisses. Et c'est cette feuille Excel qui va générer, un peu par magie, une blague qui est très moyenne, disons. Mais on nous demande souvent, alors, mais quel est votre différenciateur ? Les premiers différenciateurs, ils viennent ici. Donc, ils viennent dans le fait que
on fait la comptabilité des tokens, on évalue précisément quel est le nombre de mots générés à l'input et à l'output. Et ça correspond assez directement par un mécanisme qu'on appelle les crédits Argo à un coût économique, un coût à l'usage, et puis on travaille pour aussi traduire ça en un coût environnemental. Un autre différenciateur, c'est ici, dans le fait qu'on explicite vraiment tout le parcours de ces informations. Donc, comment ces informations vont mener à une réponse. Donc, on demande au départ une blague, et puis après, c'est envoyé au modèle pour générer une réponse. Et on délimite vraiment chacune des étapes. Donc ça, c'est le modèle standard, c'est ce que les gens connaissent le plus. C'est un modèle où on arrive et on commence à poser ces questions. Mais une autre abstraction qu'on met au-dessus de ça, c'est la possibilité de créer ses propres agents. Donc, je te propose, Delphine, de créer un agent ici, un agent AlpICT, un agent réceptionniste AlpICT. Donc, on va l'appeler AlpICT accueil et on va choisir un modèle. On va choisir un modèle et puis, suivant les choix que tu veux porter, on va essayer d'accompagner ce choix en permettant bientôt Infomaniac, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, mais c'est une question de jours, voire d'heures, en permettant par exemple de déployer un modèle Mistral, et là on va commencer à indiquer que ce modèle Mistral est hébergé en Suède, ou un modèle GPT 3.5, qui lui sera hébergé en Suisse. Donc on aide à naviguer ces choix. Donc disons que tu veux un modèle rapide hébergé en Suisse. Donc ça c'est le choix que tu as fait, 3.5 turbo. Et puis en fait, on aide plus dans l'accompagnement de ces choix parce qu'on va commencer à détailler un petit peu plus des conditions d'usage de ces modèles, donc à la fois les conséquences pour la vie privée ou la protection des données qui découlent de l'usage de ce modèle, avec une citation, dans ce cas-ci, du fournisseur de modèles, donc Azure, et une explicitation des conséquences avec un commentaire plus de l'entreprise. Puis les restrictions à la réutilisation des données qui vont découler. Donc là, tu achèterais des tokens, en quelque sorte, tu achèterais des conversations, mais ça ne veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi avec le résultat non plus. Okay. Donc il y a des mécanismes de capture qui sont aussi mis en place autour de ça, donc les gens n'en ont pas vraiment conscience, mais on essaye de l'expliciter. Par exemple ici, on ne peut pas utiliser les outputs qui résultent de l'utilisation d'Azure pour après entraîner des modèles séparément, hors de l'écosystème d'Azure. Et puis enfin, une gestion des coûts. Donc on explique comment les coûts sont à concevoir dans ce contexte. Alors là, on a la possibilité, comme sur d'autres outils de création de GPT, d'introduire un prompt. Donc j'ai préparé un prompt à l'avance, un gros prompt comme souvent, et la possibilité d'introduire un premier message. Donc comment puis-je répondre à tes questions sur AlpICT. Et donc là, on peut déjà créer un premier agent. Est-ce qu'on peut rapidement lire le prompt ? Oui, alors bien sûr. Pardon, c'est pour les personnes qui nous regardent, qu'on puisse un peu contextualiser comment, et puis ça nous informe aussi de comment créer un bon prompt. Alors, une partie de la démo, c'est montrer que ce n'est pas forcément le plus nécessaire de s'engager là-dedans, mais on peut déjà comparer justement. Donc ici, on va expliciter le rôle qu'on attend que l'agent prenne, donc ça c'est une bonne pratique. Et puis en fait, on cherche à un peu diriger son comportement en mettant toute une série d'informations supplémentaires vers lesquelles ils peuvent rediriger. Et là, c'est une moins bonne pratique parce qu'en fait, il y a des meilleurs endroits où aller mettre ces informations. Ok, d'accord. D'accord. Et donc là, on crée un premier agent et donc une première question, c'est comment AlpICT peut m'aider. Et donc là, le modèle va commencer à répondre basé sur les informations qui ont été prises dans son prompt. Et donc même chose, elle va diriger vers événements, actualités, toutes des choses qui ont été préparées au préalable. Donc je vois que tu souris et tu imagines déjà ça. Est-ce qu'on peut l'avoir sur ton site web, voilà. Donc oui, c'est tout à fait possible. On a des API derrière, donc j'en parlerai aussi. On a des API derrière qui permettent une intégration facile. Et on voit qu'en fait, c'est assez immédiat, c'est assez naturel de développer en parallèle du déploiement. Donc, et l'idée, c'est que nos utilisateurs ont vraiment la main sur ce qu'ils déploient au maximum.
Donc ça, c'est l'agent basique. Mais après, ce qu'on peut commencer à faire, et donc je te disais que la démo se complexifie un petit peu, c'est commencer à rajouter une base de connaissances à cet agent. Donc ici, à des fins de démo, je vais prendre le site web, enfin une description sur un site web de Alp ICT, et je ne vais pas uploader des fichiers, mais je vais à la place demander à Argo d'aller scraper le site web, donc d'aller chercher le contenu du site web et de le rajouter à sa base de connaissances. Donc c'est ce qui va se passer ici. Donc cette connaissance a été rajoutée, et puis après, l'agent est mis à jour. Ça, c'est une première étape. Et puis on peut aussi le configurer d'une manière plus précise. Donc commencer à dire à l'agent, voilà, je voudrais que tu parles beaucoup ou peu, ou je voudrais que tu sois très créatif dans tes réponses, ou au contraire très factuel. Suivant les cas d'usage, ce ne sera pas la même chose. Okay. Peut-être que tu ne veux pas qu'il soit trop créatif, donc tu vas diminuer ce qu'on appelle la température. Et puis après, tu peux commencer à dire, si tu veux qu'il soit beaucoup plus, qu'il aille chercher beaucoup plus de documents dans sa base de connaissances et les critères de similarité des documents pour les insérer. Okay. Donc je vais montrer tout ça en action maintenant, en demandant une autre question maintenant à cet agent qui est comment Alp ICT peut aider les PME de la région romande. Et donc là, ce que l'agent va faire, c'est aller chercher des informations dans sa base de connaissances pour après augmenter en fait la réponse qui va être fournie par le modèle, tout en citant sa source. Et donc ici, quand on va un peu faire de l'audit pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, on voit qu'il y a une première étape qui est de reformuler la question pour pouvoir s'adresser correctement à la base de connaissances. Et puis après, il y a toute une série d'informations ici qui vont être récupérées depuis la base de connaissances, donc qui avait été récupérée d'un site web, pour après générer la réponse avec la citation. D'accord ? Et donc tout le long, on a une comptabilité autour des crédits pour vraiment établir une bonne idée des coûts, en fait. On va y arriver après, mais c'est des coûts financiers et on espère bientôt, on travaille déjà sur le fait de traduire ça en coût environnemental aussi. Si je comprends bien, là, en fait, je peux collaborer avec l'interface, avec mon Argo GPT, mon agent GPT, et puis améliorer en fait les réponses comme je souhaiterais qu'elles soient données. Voilà. Donc tu vois, tu as de l'auditabilité pour aller de l'audit, une capacité d'audit pour aller voir, qu'est-ce qu'il a vu dans ma base de connaissances comme pertinent pour ma question, qu'est-ce qu'il a manqué, et puis tu as la possibilité de rajouter plus dans ta base de connaissances. Okay. Donc, tu es vraiment en contrôle de la connexion que tu fais entre des documents et l'agent. Ça veut dire que si tu te rends compte que sur certaines questions, il est mauvais, tu peux expliciter en fait ces informations pour rajouter à ta base de connaissances. Donc, carrément ouvrir un document en lui donnant des informations supplémentaires, mais pas polluer non plus tout le temps les échanges avec tout le monde, parce que tu ne veux pas non plus... Ces contextes larges ont un coût. Donc, tu veux pouvoir aller rechercher le contexte fin pertinent pour répondre à une question. Ok, je comprends. Et donc, tout ça, c'est avec une traçabilité qu'on offre ici sur les crédits et la possibilité de suivre en fait combien de crédits sont utilisés. Donc là, on voit en fait le nombre de crédits qui restent dans le mode d'utilisation. Donc, on va basculer. Je vais expliquer dans peu de temps comment ça fonctionne. Ok, c'était une de mes... Voilà. Alors, ça, c'est le mode où, à la rigueur, on est ensemble et on crée un agent en temps réel, sur ton ordinateur, sur le mien, mais on est tous les deux à collaborer. Voilà. Mais évidemment, c'est le web. Donc, comment est-ce qu'on collabore à distance ? Et donc, on a la notion aussi d'espace de travail, de workspace. Donc, The Workspace, c'est un espace de travail où on peut partager des agents et où on peut être plusieurs ensemble. Donc, je montre d'abord un workspace où j'agis de manière plus passive. Donc, ça va être la suite de la démo. Ici, j'ai un workspace où différents employés de Hestia ont partagé avec moi des agents qu'ils ont préparés. Donc, je peux les voir et je pourrais interagir avec eux. Ça, c'est le mode passif, où le compte de démo ici reçoit des agents, en quelque sorte, avec qui il peut interagir. Je vais montrer maintenant le mode plus actif, où, en fait, je vais créer un nouveau workspace. Et c'est l'accueil. Alp ICT, ou les outils, appelons-les les outils Alp ICT, les outils de prod Alp ICT.
Et donc, cet espace de travail, maintenant, je peux partager dans cet espace de travail différents agents. Et donc, l'agent que je vais partager, c'est l'agent Alpacity Accueil. Et donc, là, j'ai différents modes de partage. Donc, disons que, voilà, on s'est rencontrés, on a créé cet agent ensemble, mais sur le long terme, on veut co-créer cet agent, faire du co-design de cet agent. Tu ne te sens pas tout à fait en capacité de le mettre à jour, etc. Donc, on veut toujours collaborer là-dessus. Et donc, je te le partage en mode modification et usage. Donc, je rajoute l'agent dans ce workspace. L'agent est là maintenant. Et donc, maintenant, je vais t'inviter à rejoindre cet espace de travail. Donc, quand tu vas rejoindre cet espace de travail, tu pourras toi-même modifier. Mais si tu n'es pas tout à fait sûr de ce que tu fais, tu pourras me dire à moi, et moi, je pourrai aussi le mettre à jour. Okay. Et après, on peut choisir de le redistribuer vers des tiers, par exemple via le site web de Alpacity. Okay. D'accord ? Ouais. Alors, le premier exemple de comment ce partage peut se faire, c'est très différent, c'est une approche beaucoup plus brute, via un back-end d'API. Donc, c'est une interaction avec ces agents. Donc, ça ne parle pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais ici, il y a ce qu'on appelle un endpoint, donc un point d'accroche en quelque sorte, où on peut aller retrouver l'agent qu'on vient de créer et on peut commencer à interagir de manière programmatique. Et donc, typiquement, c'est comme ça qu'une intégration va se faire avec un site web. Donc ça, c'est vraiment le premier cas d'usage plus avancé, c'est je construis un agent dans Argo, mais je veux le déployer ailleurs sur mon site web, par exemple. Alors, un deuxième cas d'usage plus avancé de Argo, c'est depuis Argo, je veux interagir avec l'extérieur. Donc, c'est dans l'autre sens. Et donc là, je vais vous montrer ce qu'on appelle un argonaute, donc un agent intelligent, qui, lui, peut interagir avec des bases de données externes. Donc, je vais poser une question. Cet agent, il interagit avec un site de e-commerce, il interagit avec un site de e-commerce américain où il y a plein de vêtements, en fait. Donc, je vais lui demander, en français, je voudrais des chaussettes jaunes. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va traduire cette requête en une requête programmatique, une requête d'API, pour aller chercher dans tout le site de e-commerce, donc ça c'est en temps réel, dans tout le site de e-commerce, des chaussettes jaunes dans leur offre sur leur site. Et donc ici, on peut voir des différentes options qu'ils vont commencer à offrir. Alors certaines ne fonctionnent pas parce que leur site n'est pas tout à fait mis à jour, donc voilà ici, c'est un exemple, mais normalement, certains d'entre eux, pas tous évidemment, mènent vers des sites, des produits, des chaussettes jaunes en l'occurrence. Juste pour bien comprendre cet exemple-là, ce lien que tu as inséré e-commerce, ce sont les personnes qui souhaiteraient utiliser l'agent ou est-ce que c'est plutôt un autre client qui veut pointer de l'information sur ce site e-commerce? Alors c'est une très bonne question, tout le monde est encore un peu en train de chercher, mais ce que certains des leaders du marché sont en train de faire, c'est d'imposer un peu des standards sur comment exposer son site web à des agents intelligents. Et de l'autre côté, il y en a d'autres qui sont en train de construire des agents intelligents pour interagir largement avec ces ensembles de sites. Donc l'analogie, c'est les moteurs de recherche et la manière d'exposer son moteur de recherche à une bonne indexation par un moteur de recherche. Ici, c'est la même chose, mais c'est avec des moteurs de raisonnement. Donc comment exposer ces produits à ces moteurs de raisonnement. Donc évidemment, il y a un effort à faire des deux côtés, mais minime, vraiment minime, pour permettre ça. Donc c'est une de nos offres, c'est de la consultance, de l'accompagnement sur comment j'expose mon site de e-commerce à cet écosystème d'agents intelligents qui va émerger. Ouais, il faut le faire maintenant. Voilà, et c'est vraiment pas une grosse couche, c'est très facile à faire, c'est pas un gros projet IT, c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est un exemple d'agent intelligent plus avancé. Et puis, je voudrais aussi en montrer un autre, parce que je pense que les chatbots, c'est bien maintenant pour faire des démos, pour montrer ce qu'il est possible de faire, mais ça va vite être limité. Donc à partir du moment où on a une interaction API avec des agents intelligents, on peut faire beaucoup plus. Et on peut aller vers de l'automatisation. Donc vraiment de l'automatisation où on va dire, ben voilà, j'ai un process et dans ce process, j'aimerais vraiment avoir une partie qui est de l'IA. Donc nous, on se considère comme expert en IA, mais pas expert en automatisation. Il y a plein d'outils qui existent pour faire ça déjà. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est intégrer nos outils d'IA à ces outils d'automatisation.
Donc par exemple ici, c'est juste un exemple, c'est un flux construit dans un logiciel qui s'appelle N8N, un logiciel open source, un logiciel d'automatisation. Ça ressemble à Zapier, à Make, il y a plein de tels logiciels qui existent, et où en fait on a créé un workflow. Et donc ce workflow va aller chercher sur le web, sur le site de la RTS, du contenu sur le foot. Bon, ça dit un petit peu sur la proportion homme-femme dans Estia. Mais donc du contenu sur le foot, pour après aller mettre un agent intelligent qui va en fait aller créer un script de vidéo YouTube basé sur le contenu d'actualité qui a été scrappé sur le site de la RTS. Ah, donc là, vous allez chercher de l'info dans vidéo. Oui, donc en temps réel, non, du texte, pardon, c'est du texte. Ok. Donc en temps réel, on va aller chercher et on peut voir ici, normalement, le résultat du script qui tourne et ça n'a pas fonctionné. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, et voilà, ça n'a pas fonctionné, évidemment. C'est pas grave, c'est l'effet des mots. Ouais, c'est l'effet des mots. Donc, normalement, ça va aller chercher des résultats de scraping de site web pour après les intégrer dans le flux. Donc, c'est vraiment une démo ici. Et là, ce que tu viens de faire, c'est typiquement l'interface de l'utilisateur. Alors, donc, cet agent ici, donc ici, je vais l'ouvrir, oui. Donc, ici, il y a un post vers notre API que j'avais montré avant, qui prend un input et un output. Donc, c'est juste une étape dans le processus. Et de l'autre côté, en fait, il y a un appel à cet agent qu'on peut créer du côté de Argo même. Et donc ici, on a un agent, oups, je devrais le montrer ici. Donc on a un agent intelligent qui, lui, va être cette étape-là dans le process, avec des bases de connaissances et tout ça. Donc la même logique qu'avant. Donc on a un agent intelligent ici qu'on peut concevoir dans Argo, qu'on peut tester dans Argo, et puis ça devient juste un nœud intelligent dans le processus de flux. D'accord ? Donc ça, c'est le premier agent intelligent. Le deuxième qu'on voulait démontrer, c'était celui-ci, qui lui va aller chercher dans des feuilles Excel, donc c'est pour montrer la connectivité avec d'autres outils qui sont plus familiers des PME. Donc c'est une évaluation de responsabilité environnementale de différentes entreprises. Donc voilà différentes entreprises, voilà différentes dates, et on met dans une base de connaissances construite dans Argo un ensemble de documents, donc toute la communication de l'entreprise sur différents aspects. Et puis ici, on définit des critères environnementaux d'évaluation. Donc, et puis après, on a un agent intelligent qui tourne aussi avec ces workflows ici, qui va aller retrouver chacun des différents critères d'évaluation et chacun des différentes entrées ici, pour commencer à remplir progressivement d'informations qu'il aura été cherchées dans la base de connaissances. Donc même chose de l'autre côté, ici, je vais vous montrer l'agent intelligent. Donc il s'appelle Pan. Et donc cet agent intelligent, il a un prompt qui lui demande de faire une tâche bien particulière qui a été testée en interaction directe avec cet agent hors du processus d'automatisation. Et puis il a une base de connaissances aussi, qui est, par exemple, les rapports d'activité de ces différentes entreprises, Glencore, Nestlé, etc. Et donc, à chaque fois, à chaque étape, il va aller voir la case Excel, il va aller voir l'entreprise qui doit évaluer, le critère qu'il doit appliquer, et il va utiliser un modèle qui aura été choisi avec cette finalité-là pour aller répondre. Et donc, ici, du côté de la démo, normalement, ça va se remplir, ça met un peu de temps, mais ça va se remplir du côté de la démo avec les différentes entrées. Donc ici, il va évaluer Novartis face à ce critère. Alors, ces documents... Pardon, je te laisse. Voilà, donc ici, il a chargé, je devais recharger la page. Donc là, il a rempli le premier critère d'évaluation, le KPI 1, le premier critère. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Donc, où il a été cherché.
Voilà, en 2020, Novartis a émis autant de CO2. Donc ça, c'est le total. Je ne connais pas ce que c'est le GHG, mais c'est un des critères d'évaluation ESG. Sanofi, par contre, a fait ça. Et donc, il va commencer à évaluer chaque critère, et colonne par colonne, ici. Et donc, à chaque fois, il y a un appel à un agent intelligent, et on voit que parfois, il y a des informations qu'il ne trouve pas, simplement, parce que ce n'est pas dans les documents, ou c'est mal référencé, des choses comme ça. Et donc, je pense que je dois peut-être recharger la page, et il va rajouter critère par critère. Oui, il est toujours occupé à travailler sur le deuxième, pour aller chercher dans sa base de connaissances. D'accord. Alors, si je comprends bien, pour cette démo-là, c'est une manière d'aller faire du rassemblement d'informations ou de la sélection d'informations et que l'on peut ensuite voir, enfin qui est ensuite résumé sur un fichier Excel ou ce qu'on a décidé comme Voilà. réceptacle. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on a décidé. Donc là, on voit le deuxième KPI qui est mesuré. Donc c'est ce qu'on a décidé. C'est le but, on a pris Excel, c'est peut-être pas le plus adapté, mais c'est ce que les gens connaissent maintenant. Donc pour montrer cette connectivité, cette possibilité de travailler dans un environnement qu'ils connaissent et d'augmenter ces environnements qu'ils connaissent de l'intelligence qu'ils choisissent. Parce que forcément, il y a d'autres outils qui débarquent, qui commencent à mettre de l'intelligence artificielle un peu partout, y compris dans Excel, bien sûr, on en a bien conscience. Mais ce que nous, on offre, c'est le fait de vraiment contrôler l'intelligence qu'on va aller implanter un peu partout dans ces outils. Et donc ça, d'un point de vue stratégique, je pense que c'est très important de déjà être souverain à ce moment-là, de déjà héberger toutes ces données, de pouvoir avoir des choix fins sur les modèles qu'on va aller déployer pour augmenter les outils qui sont familiers, donc dans une optique de productivité. Mais dans une optique stratégique, on peut transformer ces outils-là en apps assez vite, en outils assez vite, qu'on peut après aller vendre à d'autres. Donc il y a vraiment un aspect hyper important à anticiper, à tester, et c'est ça qu'on offre nous, c'est une capacité de test et d'essai très très rapide. Peut-être quelques mots sur les agents IA. C'est vrai que c'est encore vague ce terme. Ils peuvent faire plein de choses et peu de choses finalement. Est-ce qu'on pourrait résumer ces agents IA comme des tâches vraiment définies? Là, par exemple, si moi je devais aller étudier 5 rapports qui ont été faits dans tel ou tel domaine, si je comprends bien, je peux, avec Argo, on peut programmer un agent qui aurait cette tâche spécifique de réaliser ce que l'on souhaite. Oui, alors effectivement, c'est une manière de mapper, donc c'est prendre une tâche et imaginer un agent qui va répondre à cette tâche, qui soit répétitive. Maintenant, ce n'est pas le seul cas d'usage, parce qu'il y a aussi... Oui, bien sûr. Mais c'est assez complexe. Parfois, c'est des tâches, parfois, c'est des rôles, parfois, c'est des personnes, parfois, c'est des fonctions. C'est un peu... ça varie. Et nous, on essaye d'offrir cette flexibilité-là, donc de pouvoir, avec le modèle de Workspace, qui est un peu agnostique sur ta question, on peut après imaginer déployer un ensemble de tâches pour une équipe, ou un ensemble de fonctionnalités pour un individu, qu'après il peut redistribuer. Donc on est très fluide pour permettre une exploration par nos utilisateurs de ce qui leur convient en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut presque tout faire finalement? Alors il y en a qui le disent. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire justement? Oui, alors pour l'instant, ce qu'on ne peut pas faire, mais c'est juste une question de temps, c'est déployer des petits modèles adaptés aux circonstances d'une PME en Suisse. On est encore obligé d'utiliser, pour des raisons de coût principalement, pas des raisons techniques, des gros modèles qui viennent avec leurs propres problèmes, style des problèmes d'hallucination. Parce qu'ils sont trop génériques, ils ne sont pas assez spécialisés et ils coûtent aussi pas mal d'argent. Mais au niveau technique, il y a encore un énorme champ des possibles qui n'est pas du tout exploré. Et donc nous, on cherche à être à la fois pragmatique, donc répondre aux problèmes réels d'aujourd'hui des entreprises, des PME, mais on cherche aussi à être excellent, à être à la pointe, et donc vraiment faire le pont entre les deux, entre cette excellence qu'on pense être capable de délivrer, et puis le pragmatisme d'une entreprise qui a juste besoin de fonctionner aujourd'hui, demain. Tous les jours, exactement. Voilà. Donc on cherche à faire ce pont-là, et c'est déjà un savoir-faire d'être capable de faire ce pont-là. Alors pour la question des gestions des utilisateurs et des gestions des crédits, on a aussi un panel d'administration qui permet à un utilisateur de gérer en fait
d'autres utilisateurs, en quelque sorte. Donc dans une PME, ça c'est un autre mode de déploiement, j'ai des collaborateurs, comment est-ce que je vais allouer des crédits, des coûts en fait, à mes collègues. Donc comment est-ce qu'on va organiser tout ça? Donc là, on a un panel d'administration avec une série de fonctionnalités qu'on est en train de finaliser sur la gestion des crédits, la gestion des workspaces, la gestion des équipes, c'est pas tout à fait la même chose, et tous ces aspects-là. Alors, on a beaucoup parlé de crédit. Je vais du coup expliciter un petit peu la question des coûts. Donc nous, on a cherché à calquer au maximum sur nos coûts d'opération en fait. Donc les coûts du côté des crédits, donc des tokens, pardon. Donc on offre la possibilité d'acheter des crédits Argo avec cette décomposition-là, donc 1000 crédits pour 5 francs. Mais après, on a aussi une table qui permet justement de faire cette conversion. Donc ici, la table des différents crédits. Donc pour les différents modèles, combien de tokens pour 1000 crédits Argo? Peut-être quelques mots sur les tokens. Qu'est-ce que c'est? Alors les tokens, le plus simple, c'est de répondre que c'est presque un mot. Donc c'est presque un mot, donc en gros, c'est un mot qui soit produit par un modèle de langage. En réalité, c'est un peu moins d'un mot. C'est une racine d'un mot. Donc si c'est « je mangeais »,« mange », c'est un token. Le « est » est un autre token. Donc c'est pour vraiment arriver à décomposer les composantes sémantiques en fait, du texte qu'on est en train d'écrire. Donc mange, c'est une idée, et est, c'en est une autre. Et donc un token, en fait, c'est 3/4 d'un mot. C'est ça la conversion habituelle. Donc ici, on a la table de crédit. Donc combien de crédits pour 1000, combien de tokens pour 1000 crédits Argo. Et donc on voit que voilà, sur Infomaniac, le modèle Mistral, il correspond à 500 000 mots pour 1000 crédits Argo, qui correspond à 5 francs. Donc c'est 5 francs pour 500 000 mots. Peut-être Infomaniac, on connaît bien, Mistral peut-être un peu moins. Oui, alors donc là, ce qui se passe, c'est que c'est Mistral, une start-up française, qui a construit des modèles de langage adaptés pour le français, l'allemand, l'anglais. Et puis après, qui a décidé de relâcher ces modèles, donc c'est encore une fois ces grandes feuilles Excel en quelque sorte, en open source. Donc voilà le fichier, vous pouvez le prendre, vous pouvez l'installer sur votre propre infrastructure et vous le faire tourner. Et c'est ce qu'Infomaniac a fait. Et donc maintenant, Infomaniac vend des tokens produits par cette grande feuille Excel aux mots, aux tokens. Et nous, on permet la connectivité avec cette solution d'Infomaniac, parce qu'il y a encore toute une couche de mise en relation entre l'ordinateur, la puissance de calcul, le GPU, et ce qui s'appelle un GPU, et les cas d'usage au final. Donc, sinon, ce serait un gros projet IT vraiment pour Alpine City, de lancer son réceptionniste. Oui. Donc ça, c'est le pont qu'on essaye de permettre. Et donc, dans le modèle de pricing, ça c'était le premier, c'était le crédit. C'est si vous allez sur Argo GPT, vous ouvrez un compte, vous pouvez directement utiliser. Donc il y a une petite couche freemium, et puis après vous pouvez directement utiliser l'outil. Mais il y a une deuxième couche qui est plus B2B, donc pour les PME, mais les PME qui veulent avoir justement ce contrôle sur les utilisateurs, sur la gestion des utilisateurs. Et donc là, on a une sorte de package avec un coût mensuel pour 100 utilisateurs et un coût au siège aussi. Donc vous le voyez ici, donc 1000 francs par mois avec 10 francs par utilisateur par mois. Et on estime que pour 100 utilisateurs, c'est une offre qui est attractive par rapport à la compétition et donc qui permet en fait de gérer une base de connaissances, de faire tout ce que je vous ai montré, donc d'avoir une base de crédit aussi, d'usage directement. Et puis après, un coût des tokens qui est en fait le coût brut, le coût d'opération vraiment brut. On déporte ça sur l'utilisateur avec ce mécanisme de crédit. Si je comprends bien, vous êtes totalement transparent aussi sur vos coûts d'une certaine manière. Du coup, est-ce que l'utilisateur est aussi dépendant du coût du token, de sa fluctuation? Tu as parlé de puissance de calcul. Est-ce que demain, on pourrait imaginer que le prix pourrait tripler?
et après-demain redevenir plus bas? Enfin, quel est un petit peu Ouais, alors c'est une bonne question. Donc sur la transparence, c'est presque, moi je le vois d'un point de vue d'éco-responsabilité. Donc c'est des coûts on a choisi de s'aligner et d'être transparent sur les coûts qui ont un impact environnemental direct. Donc en fait, on cherche à impliquer nos utilisateurs dans une démarche de réduction de consommation énergétique. Donc ça, on a un intérêt tous partagé à ça. Maintenant, tu me demandais sur la question des coûts et des conséquences à long terme. En fait, ce qu'on voit, c'est que pour un modèle donné, pour une feuille de calcul donnée, en quelque sorte, le coût va décroître au cours du temps. Par contre, la logique maintenant, c'est qu'on dise tous les 3 mois, en fait, vous aviez besoin d'une feuille de calcul plus grande. Et donc, oubliez ce qu'on a déployé il y a GPT-17, maintenant c'est GPT-18, qui est 3 fois plus grand, et donc qui a des coûts augmentés. Nous, on ne souscrit pas à cette démarche-là. On ne pense pas que c'est viable, déjà pour des raisons juste de limites planétaires, premier point, ça ne peut pas durer des années comme ça. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on cherche à optimiser l'utilité par rapport à la taille du modèle. Donc on cherche en fait à trouver le bon équilibre entre généricité des modèles, taille des modèles énormes qui peuvent répondre à n'importe quelle question, et en fait les problèmes pratiques des PME. Si vous avez une PME en Suisse, ça vous intéresse très peu a priori, enfin, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui sont intéressés par la capacité à générer de la poésie en hongrois. Donc il y a quand même une inadéquation entre les besoins et l'offre. Et donc entre les deux, nous on cherche à permettre à tout un chacun, à le faire nous-mêmes ou à permettre à d'autres, d'aller insérer des offres entre les deux. Donc voilà. Donc là, pour que ce soit clair au niveau des PME qui s'engageraient avec Argo, les prix qui sont indiqués devraient rester au moins, ne devraient pas fluctuer avec des importances majeures. Ok, donc pour cette promesse-là, donc les prix ils sont là, ils sont fixes. C'est des prix, c'est une relation contractuelle. Par contre, ici, il y a des crédits par mois par utilisateur. Et il y a une question qui est, mais qu'est-ce que ces crédits vont m'acheter? Et ça, ce que je suis en train de dire, c'est que la tendance est, vous pourrez acheter toujours de plus en plus. Donc, les crédits, le coût des tokens va diminuer. Et donc, pour 1000 crédits Argo, vous aurez, au fur et à mesure du temps, de plus en plus de tokens à disposition. Parce qu'en fait, la promesse supplémentaire qu'on fait, c'est de s'aligner sur les coûts des fournisseurs. Donc, de faire évaluer cette table mensuellement, donc là c'est la table de mars, de la faire évoluer mensuellement en fonction des prix. Donc chacune des valeurs ici a été cherchée sur le site web, donc d'Infomaniac, de Azure et tout ça. Et en fait, ces prix, ils ne font que descendre au cours du temps. Et donc on va déporter les coûts moindres pour nos clients, en fait. Ce qui est déjà un job en soi. Oui, absolument. Donc voilà. Donc, donc vraiment, il y a l'aspect chatbot que les gens comprennent, mais il y a aussi que les gens connaissent déjà. Et puis il y a l'aspect vraiment d'automatisation, qui est une nouvelle dimension en fait de ce déploiement d'IA qu'on commence à voir, mais nous on le cherche à le faire à notre sauce avec plus d'autonomie en fait pour les entreprises, parce que du coup elles peuvent construire leur cas d'usage de manière très progressive et en étant complètement en contrôle. On pense vraiment avoir une approche qui permet un investissement vraiment stratégique. Donc on veut éviter les gros problèmes, les gros projets IT. On veut vraiment permettre une expérimentation fluide et progressive vers des projets de plus en plus grands. Est-ce que tu aurais encore d'autres exemples vraiment assez précis sur ce que peut faire un agent IA au quotidien dans une PME? J'aurais peut-être aussi une question, puisqu'on a pris l'exemple d'Alpacity, mais je te laisse donner quelques exemples. Volontiers. Donc, on voit un peu de tous les cas d'usage. On a des juristes qui veulent interroger des grosses bases de connaissances, avec évidemment des interrogations sur le contrôle des données. Donc ça, on peut leur offrir cette garantie, et du coup, ils sont contents de pouvoir questionner leur base de connaissances. On a des coachs, donc des gens dont le métier est de rencontrer d'autres personnes en face à face, mais qui doivent faire une interface avec des grosses bases de connaissances aussi, des grosses bases de recherche, tout ça. Donc ça, c'est deux des cas d'usage. Un autre cas d'usage, c'est un think tank qui produit eux-mêmes
des nouvelles connaissances et dont ils veulent fluidifier le partage au niveau mondial même. Euh, on a une banque privée genevoise, qui cherche à créer qui a créé avec nous une newsletter, pour leurs clients et aussi interne. Donc c'est aller voir toutes les infos pertinentes pour leur travail et condenser ça toutes les X Mhm. heures pour faire une sorte de leur propre news, quoi, sur des sujets bien pointus. Et il y a certains aspects très intéressants à ça, où je ne peux pas trop m'étendre. Mais un autre cas d'usage, c'est aussi vraiment le pôle d'innovation IA. Donc ça, c'est là où on en est maintenant. On arrive et pour en fait pratiquement rien. On peut construire déjà en interne à une entreprise un outil qui permet d'explorer. Il ne s'agit même plus de construire, il s'agit de déployer et d'accompagner une entreprise qui veut explorer très largement ce que l'IA peut faire pour eux. Mm. Parce que voilà, avec ça, on peut faire des formations en interne. Des formations en interne, on peut déjà explorer des cas d'usage, on peut faire des hackathons internes, on peut faire plein de choses comme ça qui permettent de déjà tester, mais en même temps, on ne finit pas avec des post-it sur un mur. On a un outil qui est déjà fonctionnel en fait. Et il y a juste une question de, ok, quand est-ce qu'on est content de ça et quand est-ce qu'on élargit le champ des utilisateurs, peut-être en interne, peut-être avec des partenaires externes, et puis au final vers le grand public. Est-ce que dans le milieu de la santé, l'IA, enfin, on en parle beaucoup, est-ce que ce serait un soutien aux médecins, par exemple, d'avoir des agents en interne et diminuer un petit peu l'administratif? Oui, oui, énormément. Donc, là, je vais courir une telle rencontre, un tel meeting pour organiser ça. Mais effectivement, on voit que les médecins passent beaucoup de temps à faire de l'administratif. L'IA ne va pas les remplacer, je ne prétends pas du tout ça, mais va au contraire les augmenter en leur permettant de faire des tâches administratives beaucoup plus vite, des tâches qui ne sont pas cœur de leurs compétences. Un résumé de rencontre, un résumé de dossier, des choses comme ça. Donc, je suis sur le point de rencontrer tel patient, fais-moi le résumé des derniers tests qui ont eu lieu, du dossier. Et puis voilà, c'est préparé. Et puis il y a la notion d'auditabilité qui est super importante. C'est qu'il ne faut pas que le médecin se repose pleinement sur l'IA. Il faut qu'il puisse aller creuser, qu'il puisse aller poser des questions, qu'il ait la provenance complète. Donc c'est là où c'est des cas d'usage plus compliqués. Et d'ailleurs que l'Europe régule déjà maintenant d'une manière beaucoup plus... donc il y a un nouvel acte qui est passé, le AI Act, qui dit que si vous déployez des systèmes comme ça, dans 2 ans, vous devrez avoir vraiment une traçabilité sur les données, une étude d'impact. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Dans des sujets à fort impact sur les personnes, il faut assurer cette provenance, par exemple. Justement, j'ai aussi des questions sur cette régulation finalement, et puis j'ai l'impression que la transparence en tout cas joue en faveur d'une bonne utilisation des outils d'IA, si je peux résumer ainsi. La question que j'aurais au niveau du déploiement, tu as parlé de petits modèles, on parle aussi aujourd'hui de local, d'IA local. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable avec Argo? Est-ce que c'est pas encore tout à fait... est-ce qu'on a des limites en fonction de ce que tu disais pour le déploiement à large échelle, et puis ensuite les petits modèles qui fonctionnent moins bien Enfin voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Oui, donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'expérimenter, et en fait il est relativement facile d'expérimenter juste sur son laptop. Donc déjà, d'avoir des outils très avancés qui tournent juste sur son laptop. Et donc il y a beaucoup de geeks qui construisent ça, c'est très bien, mais je ne pense pas que ce soit vraiment une solution viable à long terme. Je veux dire, le patron de PME, il veut que ça tourne. Il veut avoir des garanties contractuelles que le système fait ce qu'il s'attend à ce qu'il fasse, et pas plus, que les données ne soient pas pompées pour aller ailleurs. Mais il veut que ça tourne, et il veut que quelqu'un prenne la responsabilité que ça tourne. Il ne veut pas avoir à installer du logiciel sur son ordi, etc. etc. Donc là, c'est local sur mon ordi versus sur le serveur d'un autre. C'est cette distinction-là. Mais il y a un autre aspect de localisation, c'est à quel point est-ce qu'on veut du contrôle sur l'infrastructure où ça va tourner. Ok, on va le faire tourner sur le data center à Gland, hein,
mais qu'est-ce qu'on va faire tourner? Quel est le contrôle qu'on veut avoir là-dessus? Est-ce qu'on veut avoir comme seul choix des énormes modèles propriétaires qui vont coûter beaucoup d'argent à faire tourner? Mhm. Ou est-ce qu'on veut avoir des choix de modèles plus petits? Et quelle est la relation qu'on veut avoir avec ces modèles? En fait, c'est un peu, est-ce que tout le café qu'on boit, est-ce qu'on veut l'acheter et que les seules chaînes d'approvisionnement soient à la capsule, où en fait on sait qu'on a eu la machine pour pas cher, mais qu'après la capsule va coûter cher? Ou est-ce qu'on veut pouvoir avoir une chaîne d'approvisionnement séparée, où en fait on a beaucoup plus de traçabilité possible et plus de contrôle en fait sur le choix de son café et l'adaptation au jour le jour, aux préférences de chacun. Ok. On parlait aussi des aspects techniques et puis tu as mentionné le mot GPU, donc qui représente un petit peu cette puissance de, enfin le matériel qui permet cette puissance de calcul. Est-ce qu'on peut avoir, si on est une PME, est-ce qu'on peut avoir un GPU chez soi, dans son entreprise? Alors, on peut payer pour un GPU, oui. Il y en a qui vont vous vendre, tous les fournisseurs de cloud vont vendre, ou les gros, vont vendre des GPU. Maintenant, pour certains cas d'usage, ça peut être justifié pour une PME, mais à partir du moment où on veut avoir un usage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les coûts montent très vite. Donc l'analogie que je fais, c'est un GPU, c'est 5 francs, 7 francs de l'heure environ, pour avoir un bon GPU. Parfois un peu moins, mais c'est un ordre de grandeur. Donc, si on veut 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on fait le calcul, on arrive à l'équivalent d'un salaire minimum genevois. Donc, puisqu'à Genève, il y a un salaire minimum, donc c'est 4000 francs environ. Donc, arriver à mettre 4000 francs comme ça, juste parce qu'on veut avoir un GPU disponible, ben c'est un gros investissement pour une PME. Et pour certaines entreprises, c'est rien du tout, mais pour des PME, c'est pas la même chose. Et donc, en fait, c'est vraiment une barrière maintenant. Par contre, il y a moyen d'envisager des solutions techniques pour contourner ça, en fait. Et on travaille évidemment dessus déjà maintenant pour augmenter Argo, donc pour pouvoir dire aux entreprises, ben voilà, maintenant, vous avez utilisé Argo, vous avez généré des données, et on va utiliser ces données pour entraîner votre modèle propre. Donc pour revenir à ta question à la situation d'AlphaICT, ce qu'on peut faire, c'est voir, OK, on a déployé AlphaICT sur le site web, on a fait un peu de com, il y a eu 100 personnes qui sont venues, qui ont commencé à poser des questions. On comprend mieux les questions que les gens vont avoir. Et puis après, on utilise ça pour créer un modèle propre ou fine-tuner un modèle propre. Et après, on est capable de déployer ce modèle-là pour toi, pour AlphaICT, à des coûts qui ne soient pas exorbitants. Ouais, qu'on ne soit pas bloqué justement par ces Voilà. coûts. Le service qu'on peut apporter aux PME. Tu parlais aussi, tu as beaucoup parlé de collaboration, et notamment avec plusieurs entreprises que tu as citées. Pourquoi c'est important la collaboration et comment Argo collabore finalement avec le tissu économique suisse et européen, on pourrait dire? Oui, alors j'ai parlé de 2 types de collaboration. Un, c'était intra-entreprise, quand on voit le panel d'administration où on peut gérer les équipes et tout ça. Oui. Et puis il y avait un autre mode de collaboration qui était en fait entre nous deux, entre AlphaICT et Estia, où en fait on se retrouvait à travailler dans un espace de travail. Donc c'est inter-entreprise. Et je pense que intra-entreprise, il n'y a pas besoin d'expliciter pourquoi la collaboration est importante. C'est assez clair. Inter-entreprise, c'est très important parce que on a des nouveaux outils là à disposition. C'est en train d'exploser. Et donc, en tant que tissu industriel, disons, il y a toute une couche qui est de comprendre qu'est-ce qui est associé à une poignée de main entre entrepreneurs. Qu'est-ce qui va résulter de cette poignée de main? Comment construire des projets ensemble? Et c'est là où on est un peu bloqué maintenant, où on a un peu de difficulté. C'est trouver ces entrepreneurs innovants qui sont prêts à envisager, c'est un gros appel du pied évidemment, mais c'est trouver à envisager des business models, des manières de faire les choses, parce qu'en fait on a un outil qui permet d'immédiatement penser à une échelle mondiale, directement. Donc vous prenez votre cœur d'activité et on vous accompagne pour imaginer comment l'IA peut la rendre plus efficiente, la rendre de meilleure qualité. Donc il y a plein de dimensions différentes sur lesquelles on peut jouer. Et là, on a un outil qui permet de faire le back-end de ça de manière très agile, avec des coûts minimes, mais qui permet d'envisager vraiment des cas d'usage assez fantastiques. Quelle est un petit peu la manière dont vous choisissez les partenaires? Principalement sur
sur la vision et la capacité à comprendre les enjeux et les perspectives. Une autre manière, c'est aussi de récupérer des projets. Donc il y a quand même déjà des entrepreneurs qui ont été cherchés un peu partout, qui ont construit des projets avec des partenaires externes, en délocalisant en nearshore ou des choses comme ça. Mais le marché suisse est assez particulier, donc il y a aussi cet aspect-là. Donc du coup, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir en disant voilà, j'ai construit ça, c'est top, mais je veux passer à la prochaine étape et je veux le faire avec vous. Donc ça, c'est le genre de situation où on est. Parce qu'encore une fois, la première étape de démo, elle n'est pas si difficile, elle n'est pas inaccessible. Mais pour après opérationnaliser tout ce bazar, c'est une autre couche. Et il y a plein d'obstacles successifs. J'ai fait une petite démo, ça marche bien, mais maintenant je veux faire ça 1000 fois par jour, 1 million de fois par jour. On ne parle plus du tout des mêmes coûts. Donc faire la démo avec GPT-4 qui est impressionnant, très bien, mais ça ne passera pas à l'échelle, tout simplement. Au niveau de l'industrialisation Voilà. des tâches. Justement, j'avais une question au niveau du niveau demandé. Tu as présenté tout à l'heure le workspace. Est-ce que tout le monde peut aujourd'hui, voilà, moi je me dis, ok, je réfléchis à quel agent j'aimerais mettre en place. Comment ça marche? Est-ce que je t'appelle? Est-ce que je définis des tâches que j'aurais fait et puis je commence à me dire comment on peut faire ça et jusqu'à quel niveau je peux le faire moi-même sur la plateforme? Enfin, ouais, quel est un petit peu le niveau et comment on attaque un projet? Oui, alors tout ce que j'ai montré, vous pouvez faire vous-même. Enfin, n'importe quel utilisateur peut aller sur Argo GPT, le faire soi-même et voilà, le faire direct, adapté à son cas d'usage, en théorie. En théorie, parce que j'admets qu'il y a un besoin d'accompagnement et tout. Mais on est là pour ça. On est là pour répondre, parfois même pour aller vous voir et pour répondre à ces problématiques-là. Ce que les partenariats plus stratégiques, il s'agit d'aller voir plus loin, d'aller voir dans d'autres offres de services qui seront peut-être à terme intégrées à Argo. Donc là, mais tout ce que j'ai montré, c'est faisable dans l'interface, principalement parce qu'il y a une API en fait. Donc il y a aussi de la doc autour de cette API sur, par exemple, comment intégrer Argo dans N8N, l'outil que je vous ai montré, et qui, lui, a lui-même un manuel d'utilisation et aussi un écosystème de fournisseurs de services qui s'appelle NoCode. Donc vous pouvez juste chercher NoCode Suisse et vous aurez un ensemble d'acteurs qui peuvent vous accompagner là-dessus. Donc nous, on se considère vraiment comme un spécialiste IA et on veut se concentrer là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à faire des projets plus larges, mais notre force, elle sera là encore dans le futur, quoi. C'est vraiment là. Autour de toute l'automatisation, l'intégration avec N8N, Meg, Zapier, Microsoft Logic Apps, il y a vraiment un écosystème d'outils d'automatisation. Ben là, c'est beaucoup plus ouvert, c'est des services beaucoup plus établis, où on peut clairement agir, on peut clairement travailler, mais en fait, c'est déjà un service qui est largement disponible. À quel moment une PME considère qu'elle doit mettre en place ce genre de projet? Alors ça, en soi, c'est déjà un projet de l'évaluer. Un petit projet, mais il y a déjà beaucoup de savoir-faire. Le premier cas d'usage identifié par à peu près tout le monde, c'est un chatbot sur mon site web. C'est ce que j'ai montré. Après, ça se diversifie très vite, suivant le secteur d'activité. Donc il y a des questions où on veut augmenter la productivité. Donc, on fait cette tâche répétitive tous les jours, et donc on pourrait l'automatiser. On voit qu'on pourrait l'automatiser, et ça nous ferait gagner 12 minutes par jour. Voilà. Est-ce que ça les vaut, l'effort de faire ça? Et il y en a d'autres, c'est augmenter la qualité. Il y en a d'autres, c'est faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et il y en a encore, juste, ce n'était pas possible. Et il y en a encore d'autres, c'est innover sur les business models. Donc il y a beaucoup de consultants qui devraient commencer à réfléchir à quel point est-ce que ma consultance est automatisable. À quel point est-ce que je n'ai pas deux business models devant moi, continuer comme je le fais, vendre mon temps. Et puis un autre track, c'est en fait vendre des tokens construits sur ma connaissance, mon expertise. Et donc peut-être aller dans Argo et construire un agent intelligent qui va se substituer à moi en partie. En partie, parce que ça permet aussi d'aller chercher de nouveaux marchés, ça permet aussi de se déployer à l'international, etc. etc. Donc c'est un peu sans fin.
Et du coup, suivant les cas d'usage, il va falloir un peu s'adapter. C'est une vraie démarche aussi intellectuelle et peut-être un peu d'ego aussi, de se dire, bah oui, ça en fait, je peux le déléguer en quelque sorte et me concentrer sur d'autres choses. Alors, il y a clairement un aspect d'ego, mais de mon point de vue, enfin de mon expérience de parler aux gens, les gens savent qu'ils doivent agir. Mhm. Donc, ou très peu de gens sont là, non, je ne veux pas réfléchir à l'IA. Tout le monde y réfléchit. Mhm. Et donc, ça dépasse déjà la démarche d'ego. Par contre, ça va dans une démarche qui est plus stratégique, qui est, je suis artisan et je veux le rester. Mhm. Donc, quel que soit le secteur, les gens se pensent comme artisans parfois, hein, et donc ils visent l'excellence. Souvent en Suisse, c'est comme ça, c'est notre manière d'exister sur le niveau international. Et donc, c'est pour ça que je l'ai dit avant, c'est aussi ce qu'on vise nous, à être excellent pour être le socle qui permet à d'autres de l'être aussi dans leur secteur d'activité. Donc, mais il y a toujours un aspect de pragmatisme quand on est sur le marché. Donc, c'est ça qu'on cherche à être pour d'autres, en fait, pour d'autres qui ont une expertise pointue dans un domaine. Donc, le consultant ESG, maintenant, par exemple, bah, il voit l'outil qu'on a et il se rend compte que, ah mince, en fait, chaque case qui est remplie, elle va coûter quelques tokens, elle va avoir un coût, et à moi, ça m'aurait pris énormément de temps. Mais une autre manière de voir, c'est que cet outil, il n'est pas parfait, il y a des trous, il y a des endroits où ce n'est pas rempli, et là, il y a une vraie expertise humaine qui vient. Et donc, il y a cette complémentarité à chercher, qui fait qu'en fait, les métiers vont évoluer, mais pas vraiment être remplacés nécessairement. C'est les tâches finalement. Oui, voilà. Puis j'ai une dernière question sur l'implication des PME quand on souhaite faire des projets d'IA. On a tendance à avoir beaucoup de logiciels, d'abonnements par-ci, par-là qui font des tâches. Comment fonctionnent un petit peu les API avec ces agents IA? Est-ce que c'est vraiment sur mesure ou est-ce qu'on doit finalement en interne aussi repenser toute la chaîne peut-être pas de valeur, mais tous les outils en tout cas qui sont dans l'entreprise? Oui, alors je ne sais pas si l'écran est visible, mais un outil comme N8N permet par exemple d'aller chercher plein d'autres outils, de faire une intégration, parfois avec des milliers d'outils. Donc c'est vraiment un truc où on a, je ne sais pas si c'est... on n'aura peut-être pas des logiciels comptables suisses par exemple, mais on aura des outils, je sais pas, voilà, Zoho, CRM, pour donner un exemple. Donc il y a plein de CRM, HubSpot, etc., pour pouvoir faire la connectivité. Donc on se retrouve avec un nœud sur lequel, je vais prendre HubSpot pour être concret, sur lequel on peut faire plein d'actions bien précises et faire de la connectivité avec d'autres. Donc c'est pour ça qu'on a pris ces outils d'automatisation comme point d'entrée, c'est parce que c'est une problématique assez classique, et donc on peut faire, il y a des outils qui répondent à cette connectivité. La différence, c'est que HubSpot va venir avec HubSpot IA, que d'autres outils vont venir avec machin IA, machin IA, machin IA. Donc on va se retrouver en fait à doubler, en gros, pour tous ces copilotes, on va avoir des copilotes distribués, où on va dédoubler tous ces frais mensuels, en fait, auprès de chaque outil. Et donc ce qu'on dit, nous, c'est non. Il faut un copilote, qui pourrait être Argo, qui pourrait être d'autres solutions, un copilote générique, qui vous permet de générer toute votre IA dans l'entreprise et de faire la connectivité avec plein d'outils séparés. Quitte à ce qu'à terme, on dise, mais en fait, on n'a pas besoin de cet outil-là, parce que, avec tous ces outils. Et donc, cette couche d'intégration, elle existe déjà. C'est des outils no-code, de flux, de gestion de flux, comme je montre là à l'écran. Mais nous, on est experts sur les nœuds IA là-dedans. Donc, c'est vraiment le positionnement qu'on cherche autour du produit. Je trouve que c'est une très belle fin en disant que Argo, finalement, on a parlé d'agent IA en début de séance et finalement, on voit que c'est un copilote général de l'entreprise et des données. Exactement. Voilà, on en parlera peut-être. Un copilote où vous êtes le pilote. Voilà. Ça. À la différence peut-être d'autres copilotes où on vous laisse dans le poste de pilote. Exactement, c'est notre rôle. En tout cas, merci infiniment et puis bravo encore pour ce que vous faites sur le territoire suisse et de nous permettre de bénéficier de l'intelligence artificielle sur notre territoire avec une responsabilité, une transparence et aussi un point d'honneur sur l'écologie. Merci infiniment, Paul-Olivier. Merci pour l'accueil. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez donc utiliser déjà Argo, hein, c'est en ligne, vous pouvez l'utiliser comme ChatGPT gratuitement
au quotidien. Et ensuite, si vous souhaitez aller plus loin ou faire vous-même les démarches, on vous mettra le lien et les contacts de Paul-Olivier et de tes équipes. Voilà, Voilà, ça marche comme ça. ça marche comme ça. Merci. Alors nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle tech démo et puis on vous souhaite un très bon appétit. Merci encore de nous avoir suivis. Merci.